Alors, bon, d'abord, juste par rapport à la conférence précédente, bon, je ne peux pas, étant de l'Institut Pasteur, ne pas rappeler que Charles Nicolle a eu le prix Nobel de médecine grâce, entre autres, à ses travaux sur le typhus. Maintenant, par rapport à ma conférence, donc son intitulé date d'un an et demi, lors de la préparation du premier congrès. Alors, il y avait avec nous impliqué des sociétés africaines et donc on a jugé bon de parler. On est dans une session de maladies à potentiel épidémique et la leishmaniose cutanée est l'exemple type des maladies à potentiel épidémique. Il y a des épidémies en Afrique de l'Ouest. On a voulu impliquer avec nous, donner de l'importance à ça. Malheureusement, avec l'épidémie du Covid, tous les problèmes d'organisation qu'il y a eu, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collègues d'Afrique de l'Ouest qui sont connectés avec nous. Les sociétés qui étaient initialement impliquées donc, ne le sont plus dans cette session. Mais j'ai gardé quand même quelques diapositives sur l'Afrique de l'Ouest. Je dois faire vite et déjà j'ai consommé pas mal de temps. Donc voilà, les leishmanioses cutanées au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, vraiment surtout au Maghreb, un des problèmes majeurs de santé publique par rapport aux maladies vectorielles et donc des maladies à potentiel épidémique par excellence. Alors ça n'avance pas. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes parmi nous, donc je rappelle qu'il y a deux formes de leishmaniose en Afrique du Nord, en Afrique en général, donc la leishmaniose viscérale dont on ne va pas parler aujourd'hui, et les leishmanioses cutanées, j'utilise le pluriel parce qu'il y a plusieurs formes de leishmaniose cutanée, donc qui sont notre sujet d'aujourd'hui avec plusieurs espèces impliquées. Alors, je rappelle également que c'est des maladies vectorielles, donc transmises par des petits moucherons, les phlébotomes, qui ne sont pas des moustiques, avec de nombreux réservoirs. C'est en grande majorité des zoonoses. Il y a des anthroponoses parmi les leishmanioses cutanées, mais c'est en majorité des zoonoses. Et puis après, dans ce cycle zoonotique, l'homme peut s'intégrer et être infecté et éventuellement développer la maladie. C'est des maladies multifactorielles où l'environnement joue un rôle majeur, donc à la fois le bioclimat, tout ce qui est changements environnementaux de type irrigation, développement de l'agriculture, mobilisation des ressources hydrauliques, donc l'urbanisation également. Si on observe des explosions de l'incidence des leishmanioses depuis 40 ans dans le Maghreb, c'est aussi en grande partie à cause de l'urbanisation galopante et pas très bien organisée en majorité. En Amérique du Sud, c'est la déforestation et en Afrique. Et puis, il y a aussi des facteurs socioculturels et puis il y a des facteurs immunogénétiques et la susceptibilité individuelle, car maintenant on est sûr, la majorité, heureusement, due aux leishmanias ne donne pas de pathologie et seule une proportion s'adhérant des espèces qui vont développer une maladie. Alors, cette carte, donc, elle date de quelques années, mais elle reste d'actualité, qui montre la répartition des leishmanioses dans l'ancien monde. Et on voit qu'en Afrique, il y a deux grands foyers, donc le Maghreb et puis l'Afrique subsaharienne, donc qu'on va développer aujourd'hui. Les couleurs correspondent aux espèces et en leishmaniose cutanée, l'espèce majeure, c'est Leishmania major, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'au Maghreb. Et c'est surtout cette espèce que je vais développer. Parce que si on parle de potentiel épidémique, c'est surtout Leishmania major. Alors, le Maghreb, focus sur le Maghreb. Donc voilà, une carte plus détaillée avec les trois espèces. En vert, au nord, Leishmania infantum, qui est l'agent de la leishmaniose viscérale, mais qui donne des cas sporadiques en Tunisie, en Libye, au Maroc et en Algérie. En rouge, quelques foyers à Leishmania tropica qui est responsable des épidémies importantes au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, mais c'est une autre forme, c'est la même espèce génétiquement, mais c'est une autre forme car elle est anthroponautique, et c'est pour ça qu'elle est épidémique au Moyen-Orient. Et là, Aïda, tu as posé la question tout à l'heure à professeur Batir par rapport aux épidémies et migrations. La migration suite à la guerre en Irak, aux problèmes politiques au Moyen-Orient, la guerre en Syrie, c'est surtout des épidémies de leishmaniose cutanée qui ont été observées dans les camps en Turquie, en Irak, en Jordanie. Et c'est un énorme problème pour les populations qui sont déplacées. Donc Leishmania tropica également
à part au Maroc où c'est une forme particulière où ça peut poser quelques problèmes avec quelques centaines de cas par an, en Tunisie, en Algérie, en Libye, ça reste des cas sporadiques jusque-là. Et puis, la forme majeure, c'est la forme en bleu, c'est l'Leishmania major qui génère des milliers de cas par an dans nos différents pays. Alors, c'est une maladie à potentiel épidémique, comme le donne cette figure, où sont recensés fidèlement en Tunisie les cas de leishmaniose cutanée observés ces environ 20 dernières années, et on voit que c'est des phases de grande incidence avec des phases d'incidence qui baissent. Alors plusieurs facteurs jouent, bien sûr, l'environnement, la pluviométrie, la température énormément, mais surtout, dans ce cas de figure, c'est l'immunisation. Parce qu'après des phases de grande transmission, tout le monde, pratiquement une grande proportion, sont infectés et vont s'immuniser. Et donc l'incidence, naturellement, va baisser. C'est exactement ce qu'on voit dans le Covid. Je ne peux pas faire le parallèle, mais c'est en partie ça. Les populations sont touchées, sont immunisées, et puis on attend les nouvelles générations. Et une fois les enfants jusqu'à 2 ans, ils sont protégés, donc ils ne vont pas faire beaucoup de cas parce qu'ils sont en intérieur, ils sont à la maison, mais des moustiquaires parfois, une fois ils grandissent, ils jouent dehors, ils veillent, le nombre de cas va augmenter. D'ailleurs, dans le profil des populations touchées en Tunisie, on voit très bien que c'est les enfants de moins de 5 ans, de moins de 10 ans qui sont les plus touchés par la maladie. Et on a ce profil donc, qui fait jouer plusieurs facteurs, qui est important à noter pour éventuellement contrôler et lutter et anticiper l'incidence de la maladie. Alors en Tunisie, donc, ça dépend, on passe de 1000, 2000 à 8000, 10 000 cas par an, ce qui peut être énorme. Et donc, voilà, c'est les incidences chez nous. En Algérie, pareil, c'est une maladie dans certains gouvernorats qui fait des épidémies très importantes, comme la population algérienne plus importante, il génère plus de cas, et au Maroc, pareil, en Libye, pareil. Alors, l'Afrique de l'Ouest, bon, les données ne sont pas aussi disponibles que dans les pays du Maghreb, mais on commence à en parler. Elle a toujours été décrite, la leishmaniose cutanée en Afrique de l'Ouest, mais dans certains pays, on commence à bien connaître la maladie, à bien la suivre épidémiologiquement, particulièrement le Burkina Faso, le Mali aussi, et des épidémies importantes au Ghana, dans des biotopes forestiers. Donc c'est une maladie aussi qui est très importante. Bien sûr, les incidences qui sont rapportées sont sûrement sous-estimées avec le nombre de pathologies cutanées qu'on peut observer dans ces pays, la couverture sanitaire qui est moindre aussi. Et donc, c'est un problème important dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà, dans les années à venir, il faut également s'en occuper avec des épidémies claires au Ghana, avec des milliers de cas par an, au Burkina Faso également, avec une moyenne de 1000 cas par an entre 1996 et 2000, et ça se voit régulièrement. Alors, c'est des maladies vectorielles, donc saisonnières. Chez nous, la saisonnalité est claire, parce que les phlébotomes sont des insectes qui vivent surtout quand il fait chaud, et donc pas très chaud bien sûr, mais quand la température augmente. Donc c'est surtout chez nous entre mai et septembre. Et donc comme il y a une incubation de la maladie à leishmaniose cutanée, et je suis fier de montrer l'article, donc c'est un article sur lequel on a travaillé. On a eu des circonstances très favorables pour pouvoir le calculer, parce que c'est difficile de calculer l'incubation d'une maladie vectorielle. C'est très, très difficile, surtout chez les populations qui vivent dans les sites de transmission. Mais, bon, je peux vous l'expliquer après, on n'a pas le temps, mais on a pu le faire, et on a estimé l'incubation de Leishmania major à une médiane de 5 semaines. Ça varie d'une semaine à 21 semaines, mais une médiane de 5 semaines, c'est très important pour la lutte et pour la prise en charge des patients. Bon, ce qui est important, c'est que c'est une maladie saisonnière. On a la transmission en été, et on a les cas entre septembre et janvier. Alors, là, j'ai deux figures, donc un histogramme en haut pour les cas en Tunisie, et c'est clair, voilà, les cas surtout en octobre, novembre, décembre. En Afrique de l'Ouest, c'est plus étalé parce que le climat est tropical, subtropical, donc c'est plus favorable au phlébotome et la transmission dure plus longtemps que chez nous, et donc
les courbes sont moins étalées. Ceci dit, il y a vraiment un pic après la saison de pluie et pendant la saison de pluie, pas comme le palu, hein. Ce pas des moustiques, les phlébotomes. Ils n'ont pas de phase aquatique. Ils ne dépendent pas de l'eau. Ils aiment bien l'humidité, mais ils ne dépendent pas de l'eau. Ils pendent dans la terre ou dans les fissures de murs. D'ailleurs, c'est pour ça que la lutte est très difficile contre les phlébotomes. Alors là, c'est la répartition. On est en Tunisie quand même. C'est un problème important. Et puis, on travaille beaucoup sur les leishmanioses. Donc, voilà. En bleu, la leishmaniose cutanée à leishmania major. Alors, ce qu'on a, nous, depuis les années 80, c'est qu'il y a une augmentation franche de l'incidence et surtout une extension géographique avec le développement de l'agriculture, l'urbanisation qui se développe. Donc, c'est un problème quand même assez important. J'y reviendrai. Ça, les espèces en Afrique de l'Ouest, ils n'ont que leishmania major en Afrique de l'Ouest. Nous, on a un peu de leishmania infantum, un peu de leishmania tropica en cutanée. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que leishmania major. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les imodèmes, nous, on a un leishmania infantum MON 25, un peu le type. En Afrique de l'Ouest, il y a un leishmania major un peu plus proche, MON 26. Donc voilà, mais c'est un peu différent quand même que le nôtre. Les phlébotomes, bien sûr, ces espèces, ces répartitions dépendent de profil des phlébotomes, de leur densité, tout ça, on l'a étudié en long et en large. Bon, juste, je mets cette diapo pour passer. Évidemment, une maladie vectorielle, il y a l'homme comme personne qui va être touché, et il y a le réservoir, et puis le vecteur, le phlébotome, les réservoirs, principalement pour leishmania major, c'est des muridés, c'est des rongeurs sauvages. Et là, c'est l'autre problème de la lutte contre les leishmanioses. Bon, chez nous, on a Psamomys obesus, qui est un muridé des zones où il y a des plantes salicornes. Et en Afrique tropicale, il y a le cousin donc, des rongeurs qui sont proches. Bon, j'ai dit Psamomys obesus et Meriones aussi. Psamomys autour des sapras surtout, et Meriones dans les zones agricoles. Ce qui complique la lutte, parce que tu as deux rongeurs, deux biotopes, deux environnements. C'est-à-dire c'est pour ça que l'incidence se maintient. Alors, les facteurs qui sont corrélés avec l'incidence de la leishmaniose cutanée zoonotique, si on veut lutter, on doit bien connaître la maladie. Les températures, c'est clair, c'est une association statistique franche. Les précipitations aussi, mais ça, on le savait. Alors, l'irrigation, donc l'agriculture, les kénopodes, donc les salicornes, comme je l'ai dit, le type d'habitat également. Quand les habitats ne sont pas très bons, les murs ne sont pas badigeonnés, tout ça, c'est des sites de repos et de pente pour les phlébotomes. Donc voilà, pas mal de choses. L'aménagement de l'environnement, quand on laisse des ordures, des animaux à proximité vont venir dans les mérions et vont se multiplier, trouver de la nourriture. Tout ça joue. Bon, il y a aussi, c'est important, nous en Tunisie, il y a les mariages en été, il y a beaucoup de populations qui viennent de France, entre autres, d'Europe, qui n'ont pas d'immunité. Et parfois, on m'appelle, par exemple, régulièrement. Saint-Louis, je me rappelle, on a eu une de nos résidentes qui est partie en stage, et elle m'appelle, elle me dit, on a 50 cas de leishmaniose cutanée qui viennent du sud-est tunisien. Et effectivement, ils sont venus en été pour les mariages, ils veillent, ils sont exposés au phlébotome, voilà, et puis ils n'ont pas d'immunité aussi bonne que les Tunisiens qui eux-mêmes sont infectés de toute façon, mais ils ont quand même une certaine immunité, et donc au retour en France, après les 5 semaines d'incubation, ils développent les lésions, et ils sont diagnostiqués en France. Ça nous permet d'avoir des collaborations, un peu d'avoir des données qui peuvent nous manquer. Alors j'ai quelque chose sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, je dois dire quand même. Voilà, l'Afrique de l'Ouest, ça ressemble. C'est des biotopes désertiques ou semi-désertiques, mais il y a aussi dans les savanes et un peu à l'approche des forêts d'Afrique subsaharienne aussi des cas. Alors, cliniquement, pour ceux qui connaissent les leishmanioses, pour nous, à la fin, toute lésion cutanée peut être suspecte, tellement c'est polymorphe, tellement ça peut induire en erreur. Et on récolte chez nous des cas qui ont traîné 2 ans, qui ont été pris pour des sarcoïdoses, qui ont été mis sous corticoïdes, qui ont été aggravés, qui ont été amenés vers la chronicité. On a eu des lésions de langue aussi, pas mal de choses. Donc vraiment, c'est très, très polymorphe,
Alors la petite différence par rapport à l'Afrique de l'Ouest, comme il fait chaud et humide pratiquement toute l'année, c'est des conditions favorables aux surinfections et à la chronicité des lésions. Sinon, la présentation sont pratiquement les mêmes. Alors les diagnostics différentiels, bien sûr, on a appris à les penser, on a pas mal de néoplasies, carcinomes basocellulaires. Le problème avec ces carcinomes, c'est que quand tu fais un examen direct, tu le trouves positif. Parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires dans un cancer. Or, les phénomènes inflammatoires peuvent amener des leishmanies qui ne sont pas nécessairement dans ce site d'injection. Et on a eu, voilà, la photo en haut et à droite, c'est un cas de leishmaniose viscérale. Donc la patiente a eu une autre maladie où il y a une systématisation des parasites. Les parasites se sont localisés là-bas parce qu'il y a un phénomène inflammatoire. On a traité la leishmaniose viscérale, la patiente est guérie. Il n'y avait plus de leishmanie au niveau du site cutané, mais la lésion est restée et à la biopsie, c'était un carcinome basocellulaire. Donc pas mal d'autres pathologies, la sarcoïdose qui est une hantise parce que là, le traitement, tu vas aller vers la corticothérapie, tu peux aggraver la leishmaniose cutanée. Alors, le diagnostic, je vais passer très rapidement. Il faut être avisé quand même, il y a un contexte épidémiologique. Quand tu vis ou quand tu as été en été dans une zone de forte transmission, il faut y penser. Quand la lésion est chronique, il faut y penser. On ne va pas penser à une leishmaniose cutanée devant une lésion qui évolue depuis 2-3 jours. Parfois, les patients viennent, et même des cliniciens les envoient. 2-3 jours, c'est rien du tout. Leishmaniose cutanée est une lésion chronique. Donc, on commence à y penser après une semaine, logiquement. Donc, voilà, certaines professions, les agriculteurs, surtout, comme vous le savez, les agriculteurs, dans les zones chaudes du centre et sud tunisien, ils vont irriguer surtout le soir. Or, le soir, il y a les phlébotomes qui sont actifs, qui sont nocturnes, et donc, voilà, ils sont sujets à la transmission. Après, une fois, on a ce contexte épidémiologique, après il y a la description de la lésion, son ancienneté, son aspect. Elles sont souvent ulcérocroûteuses. Dans 70-80%, les lésions sont ulcérocroûteuses typiques. Après, on va vers le diagnostic, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas difficile de diagnostiquer une leishmaniose cutanée. Ce qui est important, c'est de faire le bon prélèvement. Parce que si tu fais le bon prélèvement, tu trouves des leishmanies à l'examen direct. Maintenant, on a la PCR et donc c'est de plus en plus facile. Après, on peut identifier les espèces dans un pays comme le nôtre, où il y a plusieurs espèces. Vous allez me dire pourquoi. Bon, je peux aller dans ce sens. Le traitement est le même, la prise en charge. Mais non, il y a quelques finesses. Et dans une, prise en charge individualisée, on peut affiner tout par rapport à l'espèce et on peut identifier l'espèce facilement. Donc nous, dans le service, on fait plusieurs techniques et on a participé à plusieurs études d'identification des espèces des leishmanies parce qu'on a la chance aussi d'avoir plusieurs espèces en Tunisie. Alors les problématiques, en fin de compte, l'incidence très élevée, des milliers de cas, c'est pas rien. L'extension géographique, parce que maintenant on a des épidémies dans des régions qui sont limitrophes de régions qui étaient touchées l'année ou les 2 années précédentes. Donc ça peut poser problème. Et surtout que dans les régions nouvellement touchées, l'incidence va être explosive parce que les populations sont démunies. Alors, des préjudices importants, la morbidité, c'est pas rien. Une lésion du visage chez une fille de 4 ans, c'est un drame familial. L'impact psychologique, et il y a eu des études là-dessus et qui ont montré une déstabilisation importante des patients. Moi, j'ai eu un patient qui a arrêté l'école pendant 2 ans parce qu'il était défiguré. Donc, c'est quand même une morbidité importante. La confirmation biologique, nous, en Tunisie, ça va. Bon, en Afrique de l'Ouest, ça manque beaucoup. Ce n'est pas des maladies prioritaires. Quand tu as le paludisme, tu as d'autres pathologies graves qui engagent le pronostic vital. Bon, ce n'est pas une lésion de la jambe qui va être en priorité, donc c'est important. Les traitements, hein, on est démunis en traitement de leishmaniose cutanée, c'est pas évident, il n'y a pas grand-chose. Ça ne répond pas de façon spectaculaire, comme les maladies bactériennes, par exemple. Donc il y a un problème aussi de prise en charge, de la lutte. Alors là, je vais en parler un petit peu si j'ai le temps, je ne sais pas. Donc en Tunisie,
c'est une maladie qui est bien gérée, c'est une maladie à déclaration obligatoire, elle est bien suivie. On a les incidences et la répartition géographique relativement précises. On a régulièrement des circulaires de la prise en charge des patients qui sont actualisées. Nos collègues de France nous appellent régulièrement, par exemple, pour la prise en charge des patients. Ils ont surtout des cas d'importation. Bon, il y a les cas de Guyane, quelques cas dans le sud de la France, mais beaucoup de cas d'importation dans la population maghrébine. Et donc, voilà, grâce à cette circulaire, qui est un consensus avec les dermatos et les parasitos, donc la prise en charge est bien organisée. Alors maintenant, le contrôle et la lutte, c'est pas évident, c'est un grand challenge, c'est pas évident. Beaucoup de pays ont essayé. La Russie, l'Union soviétique, avant la Russie, a déployé beaucoup de moyens dans ces républiques voilà, d'Asie centrale. Elle a réussi, mais elle a déployé des moyens énormes qui ne sont pas toujours disponibles dans des pays qui sont en majorité en voie de développement. Alors, les objectifs, bon, voilà, il faut être réaliste. Moi, je dis toujours, il ne faut pas chercher l'élimination, là, c'est utopique. Il faut être réaliste pour avoir une dynamique positive, donc voilà. Et puis, il faut être adapté aux moyens disponibles, à la sociologie disponible. Donc, le but, je pense, ça va être de réduire l'incidence, d'abord. C'est ça ce qui pose problème. De stopper l'extension géographique, bien protéger les zones qui sont limitrophes des zones d'endémie, mais qui sont encore indemnes, améliorer la prise en charge des patients, parce que ça reste quand même une maladie, donc voilà, qu'il faut bien prendre en charge, et puis maîtriser les conséquences socio-économiques qui sont très importantes en termes de coûts de prise en charge et de lutte. Alors, il faut aussi assumer les difficultés et le dire. Et le dire, il faut être franc et dire que ça ne va pas être facile. Donc voilà, parce que tout ce que j'ai dit et redit, voilà, c'est complexe, c'est pas évident. Tu t'attaques à des maillons de cycles qui sont très difficiles à maîtriser. Tu n'as pas beaucoup de moyens, parce que qu'est-ce qu'on va utiliser contre les phlebotomes? La lutte chimique, maintenant, il y a de plus en plus de restrictions pour tout ce qui est usage d'insecticides. Et encore, si c'est pour les anophèles, pour les moustiques, tu as les gîtes larvaires qui sont aquatiques et tu peux y aller, tu les localises, tu peux y aller. Pour les phlébotomes, ils peuvent être partout, ils peuvent être dans les terriers, dans le désert, dans les fissures de murs. Donc tu ne peux pas t'attaquer à ça avec des insecticides. Et les rongeurs, c'est des rongeurs sauvages. Quand on sait que dans certaines régions de Tunisie, Sapra, les zones envahies par les salicornes, ça représente le tiers de la surface. Qu'est-ce que tu vas labourer? Parce qu'il faut labourer profondément. Il faut labourer d'abord les terres agricoles pour les cultures. Tu ne vas pas labourer, les gens ne vont pas comprendre. Parfois, on discute avec des agriculteurs pour avoir les informations. Tu dis, mais moi, je m'en fous, cette lésion, c'est pas un problème. Mais moi, je veux labourer mon champ, je veux avoir, donc c'est pas évident. Et puis, pour les mérions, labourer, c'est pour les psamomis, mais pour les mérions qui sont dans les terres agricoles, là, tu vas utiliser des poisons dans des zones agricoles où il y a le cheptel, où il y a des animaux, c'est très, très compliqué. En plus, même les produits raticides utilisés, ils sont en train d'être interdits, donc on est totalement démunis. Absence de vaccin, évidemment, il n'y a pas de vaccin contre les leishmaniose, même s'il y a beaucoup d'équipes qui s'investissent. Bon, il y a très peu de vaccins contre les maladies parasitaires, ce pas des virus ou des bactéries, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc voilà, il faut trouver les coûts, il faut trouver beaucoup de choses. Alors en Tunisie, on a un comité de lutte contre les zoonoses, si Nourdine le connaît très bien, c'est pas contre les leishmaniose, mais entre autres l'idatidose, brucellose et aussi les leishmaniose cutanée. On a une circulaire bon, qui doit être améliorée, qui date maintenant. Voilà quelques activités. On a travaillé en 2019. On a décidé avec le ministère de la Santé, avec l'OMS, de faire quelque chose. On a commencé en décembre 2019, on a eu la réunion de consensus. Et voilà, il y a eu plusieurs réunions dans les régions, avec l'OMS, avec la direction des soins de santé de base. Et puis malheureusement, elle a été stoppée par l'épidémie de Covid. J'espère qu'on va reprendre. On attend donc de reprendre. C'était en décembre, donc on commençait à nous préparer comment faire pour actualiser tout ça.
et on a été freiné, mais on va reprendre. Voilà, on a défini des axes pour lutter. Donc la surveillance épidémiologique qui est bonne en Tunisie, mais c'est toujours ça d'avoir des données très précises, la prise en charge des patients, la formation, bien sûr, parce que si tu vas déployer, en Tunisie, on a réussi à éliminer le paludisme. On était le premier pays africain en 1979. Mais c'est grâce à la formation, donc des gens qui, sur le terrain, c'est eux qui ont permis d'accomplir les programmes et les recommandations qui étaient faites. Le réservoir, il faut travailler dessus, hein, il faut être ingénieux, il faut trouver des solutions. Les phlébotomes, évidemment, il faut trouver des solutions. Elles ne sont pas des solutions miracles. Voilà, la maîtrise de l'environnement. Ce qu'on peut faire réellement, c'est la maîtrise de l'environnement. Travailler sur l'urbanisation, anticiper les problèmes qui peuvent survenir, les barrages, bien sûr, les barrages. L'épidémie en Tunisie, elle a démarré en 1982 à côté du barrage de Sidi Saad de Qrouin, qui a complètement transformé l'environnement. Ça a démarré là-bas et puis en tache d'huile, ça s'est étendu un peu partout. Donc, l'urbanisation, l'agriculture, l'irrigation, la mobilisation des ressources hydrauliques, on peut travailler sur ça. L'éducation sanitaire, ça, on peut le faire au moins. Donc, éduquer les gens, leur expliquer, parce qu'on peut prévenir aussi. Alors, je vais passer rapidement. Je crois que j'ai dépassé. Non, c'est bon, j'ai fini. Donc, le contrôle du réservoir, la lutte contre le phlébotome, vous trouverez ces diapos, bien sûr, sur le site de la STPI. Je passe. La maîtrise de l'environnement, c'est très important. C'est très important. C'est là où on peut faire des choses importantes. L'éducation, évidemment. On a travaillé sur des documents comme dans pas mal de pays, éduquer les enfants. On a vu qu'il y avait un impact positif. Ça peut être intéressant aussi. Tout maintenant, c'est médiatisé, utiliser les bons arguments, essayer de sensibiliser les populations exposées qui vont participer eux-mêmes à la lutte, sinon ça ne réussit pas. C'est-à-dire si tu fais tomber quelque chose, ça ne marche pas. Il faut le faire avec les populations qui sont exposées. Alors, voilà juste ça pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, bien sûr, les problèmes sont autres. On croit encore que c'est un sort qui est jeté par un voisin et tout ça. Et là, il faut travailler dessus. Il y a la stigmatisation. Là, en Tunisie, hein, il y a des enfants qui souffrent de ça, des lésions, des défigurations qu'ils ont. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est encore plus important. Ça veut dire que tu as un truc maléfique et tout ça. Donc, voilà. C'est des pistes importantes sur lesquelles on peut travailler. Bon, ça, c'est l'avant-dernière pour dire quand même que la Tunisie, on est fier de le montrer. Il y a eu une méta-analyse sur la recherche sur les leishmanioses dans le monde, et la Tunisie est première en Afrique, première dans le monde arabe. Elle est en bonne position, je crois 10e ou 11e, et l'Institut Pasteur, naturellement, bon, grâce aux moyens qu'il y a, est aussi la première structure de recherche en Tunisie contre les leishmanioses, et on est content de ça. Bon, voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, je rends hommage quand même à Aïda qui est là, qui est la chef de l'équipe de recherche qui a permis d'obtenir tous ces résultats. Voilà, la photo du centre, c'est une photo dans laquelle il y a des Tchèques, des Français, des Algériens et des Tunisiens, et c'est comme ça qu'on travaille, parce que chacun est spécialiste dans ce domaine, et on peut faire des choses en étant ensemble, et heureusement qu'on arrive à le faire. Et puis à droite, un de nos stagiaires, donc Mamoudou Sissé du Burkina Faso, qui a passé un séjour dans notre labo et qui a permis de quand même publier la première revue sur la leishmaniose cutanée en Afrique de l'Ouest, qui peut servir d'un document de base un petit peu pour faire avancer les choses au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que j'ai fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Kélim, pour cette excellente présentation et ce bel aperçu épidémiologique sur les leishmanioses cutanées. Il y a peut-être deux questions que je vais lire. La première est sur l'immunité. Qu'en est-il de l'immunité contre la leishmaniose, son acquisition, sa durée? Après combien de temps elle est perdue pour les personnes qui ne sont plus exposées? Alors, c'est une très bonne question. Et aussi, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup à l'Institut Pasteur. Il y a des équipes d'immunologie qui travaillent dessus. Alors, il est certain que quand on attrape la leishmaniose cutanée,
on est immunisé. Et ça, c'est connu depuis les anciens temps, en Afghanistan, entre autres. On leishmanisait les petites filles. Donc, on prenait un prélèvement d'une lésion d'un autre patient et on faisait une scarification au niveau de la jambe pour qu'une lésion se développe et pour que la petite acquiert une immunité pour qu'elle ne soit pas défigurée pour son jeune âge et qu'elle puisse se marier et faire un bon mariage. Donc, il y a une immunité acquise, c'est certain, elle est importante, elle est protectrice, elle est durable. Ceci dit, on a vu des cas où il y a eu des récidives après une leishmaniose cutanée. Ça peut être en rapport avec une souche, une immunodépression, voilà, autre chose, mais disons pour être dans la majorité, la leishmaniose cutanée à leishmania major donne une immunité bonne et durable. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler à ce sujet-là de prémunition, comme on en parle dans le paludisme, plutôt que d'immunité? Non, non. Pour le paludisme, la prémunition, elle est limitée dans le temps. Et il faut qu'il y ait plusieurs infections. Ce n'est pas le cas ici. Non, 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 ce n'est pas le cas. Ici, une infection vous donne une protection. À vie. Non, non, pas à vie. Vous donne une protection durable pendant les cas de lésions après une infection confirmée sont très rares. Ça reste très rare. Ceci dit aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on teste l'immunité des sujets qui n'ont pas fait de lésions en zone d'endémie, avec l'intradermoréaction à la leishmanine, ou bien avec les tests immunitaires d'immunité cellulaire, on trouve heureusement que la majorité des adultes et des adolescents qui vivent en zone d'endémie ont une immunité protectrice. Et c'est pour ça qu'ils ne développent pas de lésions. Parce que dans certaines régions, tout le monde est piqué par des phlébotomes infectés chaque été. D'accord. Donc une deuxième question sur la prise en charge. Alors je ne la vois pas la question. S'il vous plaît, la question 156. Je vais vous... Oui. Alors, merci Dr Haroun pour votre exposé clair et riche. En iconographie, en cas de lésion cutanée suspecte de leishmaniose, y a-t-il des précautions à prendre pour avoir un prélèvement de bonne qualité, surtout s'il y a eu une application préalable locale de topique par le patient? Topique, je ne connais pas de traitement topique à leishmaniose, donc les autres topiques ne posent pas de problème. Donc ils ne vont pas gêner la lecture. Ce qu'il faut, c'est que le prélèvement soit bien fait, c'est-à-dire par des personnes qui sont expérimentées. C'est vrai que ça joue beaucoup. Donc, voilà, il faut former les gens dans les zones d'endémie pour qu'ils réussissent à bien faire le prélèvement, parce que le temps du prélèvement est très important pour le résultat de l'examen direct ou bien d'autres examens comme la PCR. Donc, pas de précautions particulières par rapport à des topiques, à moins de choses qui ne sont pas usuelles, donc des antibiotiques par exemple. Quand on voit les patients, beaucoup ont reçu des antibiotiques ou bien ont eu des applications d'antibiotiques, ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, pour la culture, ça permet de décontaminer la culture s'il y a quelque chose. Donc il n'y a pas de souci du tout. Donc il faut quelqu'un d'expérimenté, le reste ne gêne pas particulièrement, à moins de situations exceptionnelles. Et une autre question, y a-t-il une immunité croisée entre les différentes espèces de leishmanie? Alors, très bonne question aussi. Il y a des initiés qui ont assisté à la communication. Alors, moi je dirais oui, mais en mettant certaines conditions. D'abord, souvent, c'est rare qu'il y ait des régions où on a plusieurs espèces en même temps. Ça existe. À Tataouine, on a leishmania major et leishmania tropica, en Tunisie. Ça existe, mais souvent, c'est rare. C'est des zones où à leishmania infantome au nord, ou à leishmania major au centre et au sud, et à leishmania tropica dans certains foyers et tout. Donc, même dans les autres pays, c'est ça. Les foyers sont un petit peu exclusifs, mais pas toujours. Après, réaction croisée, moi je dirais oui. Parce que le génome de leishmania, il est commun à toutes les espèces, Aïda. Il y a quelques différences. D'ailleurs, pour distinguer, on cherche des cibles pour distinguer les espèces. Donc, moi, je dirais, et puis on n'a pas observé des gens qui ont développé une leishmaniose
cutanés à leishmaniens fantômes, même s'ils ne sont pas nombreux, qui se sont déplacés et ont attrapé leishmania major. Donc, je pense que oui, il devrait y avoir une immunité croisée. Après, voilà, la bonne surveillance épidémiologique nous permettra de mieux répondre à ces questions. Et une autre question par rapport au contrôle. Donc, je tiens à vous féliciter pour la clarté et la précision de votre présentation pour la lutte. Est-ce que les rongeurs psammomis sont considérés comme des espèces protégées? Je ne suis pas un mammologiste et un spécialiste, mais non, pas vraiment. Le Gandhi est protégé, mais le pas Gandhi est protégé, voilà. Le Gandhi, il est protégé, c'est clair. Mais le Gandhi, il serait hypothétiquement le réservoir de leishmania tropica, qu'on n'a pas vraiment développé aujourd'hui. Mais le Gandhi, c'est clair, net, et c'est une espèce protégée. Le psammomis, bon, il est tellement nombreux et prolifique. D'accord. Donc merci Kéline. Il y a encore une autre question. La présentation a suscité beaucoup de questions. S'il vous plaît, que pensez-vous des études génotypiques qui vont prendre le relais du typage enzymatique? Donc, est-ce que la biologie moléculaire peut prendre le relais? Alors, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup dans le laboratoire. Mais je ne suis pas aussi un spécialiste de la génétique et tout. Je laisse Aïda aurait pu répondre mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, pour la taxonomie et l'identification, on se basait sur le typage isoenzymatique. Le typage isoenzymatique ne peut se faire que quand tu isoles le parasite en culture. Donc ça te fait une restriction énorme. Parce que la culture, c'est pas évident, il faut avoir les milieux. Maintenant, il y a des marqueurs génétiques qui permettent d'identifier avec une excellente sensibilité. Donc moi, je dirais que oui, les outils de biologie moléculaire et les marqueurs génétiques, naturellement, ont substitué et vont substituer donc, la taxonomie des leishmanioses. Il y a aussi la spectrométrie de masse, bon, mais ce n'est pas aussi développé que la biologie moléculaire. Donc, si Nourdine veut bien faire un commentaire par rapport à tout ça. Merci Karim pour cette excellente présentation. Et puis, à travers la leishmaniose, on apprend une leçon d'humilité. Et vous avez bien fait d'insister sur certains facteurs. Pas les maladies, ce n'est pas une question de morbidité uniquement. Vous avez beaucoup insisté sur les facteurs environnementaux, sociaux, économiques, peut-être politiques, je n'en sais rien. Quand il s'agit de stratégie au niveau des régions, bien sûr, en dehors des problèmes biologiques, immunogénétiques, etc. Et d'ailleurs, c'est une question qui a amené, ce qui a fait dire à Merrill Singer au milieu des années 90, il parlait de syndémie. Il ne parle plus d'épidémie et de pandémie, mais de syndémie, c'est un mot composé de pandémie ou d'épidémie avec synergie. C'est des facteurs environnementaux, biologiques, sociaux, politiques, géopolitiques, parfois géostratégiques, économiques, qui viennent se surajouter aux problèmes de morbidité. Et d'ailleurs, cette notion a été reprise à l'occasion de la pandémie Covid en septembre 2020 par un journaliste qui a publié sur le Lancet et qui parlait de syndémie. Il ne parle plus de pandémie. Et là, nous avons vécu dans notre chair, nous, Tunisiens, à travers la crise ou la pandémie de la Covid, les problèmes économiques et sociaux qui interfèrent dans la prise en charge de cette maladie, dans la gestion de ces maladies, en termes de riposte, de lutte, d'anticipation, tout ce que vous avez d'endiguement, etc. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il est temps de conclure. Oui, je pense. Si jamais on ne reprend pas les questions de la session précédente. Je pensais passer. Elle est là. Ah, très bien.